CDPI France. Bonjour à ceux qui me suivent en webinaire. Je tiens à m'excuser pour la qualité de la connexion qui, a priori, est moyenne, mais on a tout essayé, on n'a pas moyen de faire autrement. Donc, je me présente, je suis Quentin Durier, directeur commercial pour Altios. Et pour cette table ronde autour de la création de filiales, je suis accompagné de Cyril Maucourt, avocat associé à fiscalité chez BS Avocat, et Diabiche, délégué international chez BPI France. Bonjour. Nous avons souhaité faire cet atelier parce que déjà c'est une tendance de fond constatée depuis plusieurs années, que la tendance passer de l'export à l'internationalisation est de plus en plus marquée chez les PME, chez les ETI qui avaient commencé un peu plus tôt, et que la création de filiales finalement est finalement devenue une sorte de solution utilisée de plus en plus par certaines entreprises, mais encore assez méconnue par d'autres, qui la voient peut-être comme un peu trop complexe, ou pas forcément pour elles, le réflexe de se dire non, mais on va tout gérer depuis la France, ou alors on va commencer à mettre en place des petites dates avancées, a été celui qui était préconisé jusqu'à présent. Pour les 6-9 derniers mois, on prouvait que la présence locale avait une importance forte, mais c'est que nous, on avait depuis plusieurs années, je dirais une dizaine d'années, la tendance à créer des filiales, à s'internationaliser était de plus en plus forte. Pourquoi? Alors, très souvent, c'était pour des de se rapprocher de proximité avec ses clients, mais ça passait nécessairement une étape amont de réflexion stratégique. On ne pas créer des filiales sur l'ensemble des pays sur lesquels on exporte, bien sûr, créer des filiales, même si on va essayer de démystifier ça, ça reste quand même assez long, ça peut être un peu compliqué, et puis surtout, l'idée n'étant pas de mettre des coûts avant les revenus, donc ça justifiait, il fallait justifier d'un certain niveau de chiffre d'affaires, ou en tout cas d'intention de chiffre d'affaires pour créer une structure. Pourquoi créer une structure? Je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de commencer par là où on fait du chiffre d'affaires, quel est le potentiel du marché, est-ce qu'on a un moment un besoin de facturer localement parce que c'est demandé par ses clients ou par ses prospects, est-ce qu'on est avec un grand compte en France qui nous demande de l'accompagner sur une destination et de le faire à distance c'est un peu compliqué, est-ce que c'est par la proximité avec ses clients? On a des clients, nous par exemple, qui sont dans des secteurs liés à tout ce qui est technique. Donc, le fait d'avoir une antenne technique sur place pour faire un peu de SAV, de montage quand on est dans l'industrie, c'est extrêmement pertinent. Donc, il faut vraiment prendre en compte toutes ces données-là et puis se dire qu'à un moment donné, quand on a un faisceau de présomption qui nous demande de nous installer sur place avec une structure qui peut être très légère au démarrage, ce n'est pas nécessairement un obstacle. Bien sûr, dans certains pays, c'est plus compliqué que d'autres. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Je pense à l'Inde, à la Chine ou à la Russie, par exemple. Mais là encore, il existe des solutions. À l'inverse, il y a des pays sur lesquels il faut, à un moment, avoir une présence locale si on veut réellement être crédible aux yeux de ses partenaires. Évidemment, tout le monde pense à l'Allemagne, tout le monde pense aux États-Unis de plus en plus aujourd'hui, où le fait d'avoir une structure juridique sur place, avec des équipes, avec une solution pour traiter des demandes entrantes en local, devient nécessaire. Et je ne parle même pas des enjeux juridiques, puisque Cyril en parlera beaucoup au mieux que moi. Mais c'est vrai que dans certains cas, on est quasi forcé de créer sa structure. Et après, se poser la question, j'ai cette opportunité de marché, comment ça va se passer concrètement? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que j'étudie ce sujet-là? Et moi, je vous incite vraiment à le faire. Après, le choix d'appuyer ou pas sur le bouton reste évidemment le vôtre, mais le fait de se poser la question et d'aller plus loin et d'étudier les solutions d'externalisation locale est extrêmement pertinente. Pour information, nous, dans la plupart des pays sur lesquels on est présent, à peu près un tiers des structures qu'on gère pour le compte des clients sont en fait des formes de coquilles vides, des cellules de facturation. Il n'y a pas forcément de salariés, mais ce sont des entités qui vont porter le déploiement local de l'offre et évidemment ces implications juridiques, opérationnelles au quotidien, quitte à ce que derrière, il y ait des déplacements de population. Mais on peut faire tout à fait de l'export distanciel avec un logisticien, je prends l'exemple des États-Unis, un logisticien qui opère un stock déporté, avec des produits, qui fait du picking et qui envoie derrière aux clients finaux. En parallèle, avoir une solution commerciale qui est gérée depuis la France ou ailleurs. Alors, évidemment, l'idéal, c'est ensuite de s'implanter, mais on peut commencer petit et ensuite accélérer progressivement au fur et à mesure que l'activité va progresser. Quand on parle de filiale, je viens d'évoquer le sujet de la coquille vide, l'idée, c'est que ça reste un outil de démarrage. Ensuite, la structure va monter en puissance, va venir s'étoffer avec 1, 2, 3, une équipe commerciale, avec éventuellement derrière une solution de production peut-être légère, ça peut être de l'assemblage final, ça peut être du dernier usinage, en gardant la boîte noire, on va dire, au niveau français, si on ne veut pas
externaliser l'ensemble de sa fabrication, ce qui se comprend aisément lorsqu'on est industriel. Mais néanmoins, le fait d'avoir un marquage local devient extrêmement pertinent et avantageux commercialement aujourd'hui. Et pour souvent, des coûts ou des contraintes qui sont relativement modérés. Je parlais d'externalisation de logistique. On peut tout externaliser. On peut externaliser la gestion de la structure, de la gestion comptable. On peut trouver un partenaire juridique qui va venir coordonner l'ensemble des sujets à l'étranger depuis la France et être accompagné ainsi, etc., etc. Donc, c'est plus aussi compliqué et c'est plutôt réservé aux grands groupes et que aux ETI. C'est évidemment des solutions pour les PME. Je terminerai juste par une stat intéressante qui touche plutôt les ETI parce que il y a une étude du mouvement des ETI qui est sortie il y a une quinzaine de jours qui était extrêmement pertinente à ce sujet-là, qui prouvait que les ETI qui étaient internationalisées avec des structures à l'étranger avaient beaucoup mieux encaissé le choc de ces 9 derniers mois parce qu'elles avaient justement pu garantir une certaine proximité avec leurs clients, parce qu'elles avaient pu rester proches de leur centre de décision, là où celles qui étaient moins internationalisées et qui du coup misaient tout sur le distanciel, on parle beaucoup de visio, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un exemple parfait, il y a une partie de la salle qui est en présentiel et une partie à distance, mais le distanciel ne fait pas tout. Et à un moment donné, de pouvoir montrer un vrai ancrage territorial, c'est extrêmement important et pertinent. Je termine là. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont connectés en webinaire, il y a un système de chat, donc vous pouvez poser vos questions par écrit, on y répondra juste après. Et puis si dans la salle, vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je viens d'expliquer le pourquoi et le comment. Maintenant, la question, c'est, enfin le pourquoi surtout, pardon, et la question, c'est le comment. Quel véhicule on va créer, quelles implications ça va avoir en termes de gestion fiscale pour mon entreprise en France. Et sans plus attendre, je passe la parole à Cyril qui va nous éclairer sur ces sujets. Oui, bonjour. Donc effectivement, moi je suis fiscaliste, hein, donc je vais parler de fiscalité. Donc, je suis désolé pour le caractère un peu difficile parfois le matin. Donc en fait, effectivement, sur la partie fiscale internationale, une fois que les sociétés, on a parlé des différents mécanismes, d'abord l'export, pourquoi être présent et qu'est-ce que ça apporte. Au plan fiscal, ça devient extrêmement important en termes d'enjeux. Pourquoi? Parce que la structure fiscale qu'on va choisir, la structuration de départ, qui part par exemple de l'idée qu'on a relativement peu d'activités sur place, va devoir évoluer. Donc aujourd'hui, que ce soit dans le cadre européen, avec la directive ATAD, que ce soit dans le cadre aussi de l'OCDE, on a des freins à la restructuration des entreprises. Ça veut dire que le choix de départ qu'on fait est structurant. On ne s'en rend pas nécessairement compte, mais ça entraîne un certain nombre d'enjeux. Il faut savoir aujourd'hui que les sociétés qui sont déjà internationales ont ce problème de savoir comment aujourd'hui faire pour éviter de se retrouver dans une situation de contrôle fiscal. Alors le contrôle fiscal, effectivement, international, il est très présent. Pourquoi? Parce que tous les États, comme on sait, ont besoin d'argent. Et tous les États veulent aller chercher l'argent dans la poche de l'autre, plus que dans leur propre poche. Les règles fiscales internationales, elles visent à faire en sorte de trouver une harmonisation, une règle du jeu que tout le monde va suivre. Néanmoins, on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, quand vous regardez des structures très souples, type les GAFA dont on parle beaucoup, ben, ce sont des structures qui, en fait, fonctionnent sur la base de l'économie d'aujourd'hui, sur la base de l'économie d'hier. L'économie d'hier, elle consistait à avoir une présence physique et des personnes. L'économie d'aujourd'hui, vous n'avez pas nécessairement besoin de la présence physique. Ça entraîne beaucoup de différences, parce qu'évidemment, d'un point de vue fiscal, votre structure est complètement déportée et se retrouve dans un environnement qui n'est pas nécessairement adapté. Donc, si dès le départ, on n'a pas réfléchi au plan fiscal à une structure, on n'a pas anticipé les problématiques, notamment d'établissement stable, de prix de transfert, on part un peu la fleur au fusil. De se retrouver dans une situation où la structure qu'on a mise en place est peu efficace fiscalement, est peu concurrentielle et finalement a le besoin assez vite d'être revue. Et c'est à ce moment-là, au moment où on va la remettre, qu'on va se heurter à des règles et des coûts qu'on n'avait pas du tout anticipés. Puisque aujourd'hui, toute modification de structure implique, si elle est au niveau européen, qu'on regarde si la structure mise en place suite à la première structure est ou non une structure dite agressive,
Si elle se trouve être agressive, on doit la déclarer auprès des autorités fiscales. Et notamment les intermédiaires avocats financiers doivent aussi déclarer le caractère agressif. Donc, c'est pour ça que le point de départ de tout ça, c'est de bien réfléchir en se projetant dès le départ et en se demandant quelle va être ma structure, quels vont être les objectifs que je poursuis, et surtout, comment est-ce que je peux, au fil de l'eau, par rapport à une prospective que je m'étais un peu fixée, la faire évoluer pour ne pas trop attendre. Parce qu'après, effectivement, une fois qu'on a trop attendu, moi j'ai un certain nombre de clients dans cette situation, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'effectivement, on va avoir besoin de conseils locaux, on va avoir besoin de juristes, d'avocats, éventuellement de se défendre dans un contrôle, trouver une solution. On va avoir aussi du pénal fiscal. Donc on peut avoir, au-delà de l'administration fiscale, à la police, qui fait une perquisition. Voilà, donc toutes ces choses-là, pour que ça fonctionne de façon harmonieuse, c'est le départ de la projection qui permet de s'établir. Et donc, je rejoins tout à fait ce que dit Quentin. Il faut aujourd'hui envisager l'international sereinement, mais la sérénité ne peut venir que parce qu'il y a un vrai projet derrière qui est mis en œuvre. Voilà. Je passe la parole peut-être à Didier. Bien volontiers. Merci. Alors, en ce qui concerne BPI France, quelle intervention BPI France va avoir dans cette démarche? Ce n'est pas une intervention, ce sont des interventions. On a une démarche par nature multiple qui va commencer au tout départ de la réflexion de la démarche export et d'une éventuelle implantation. Quentin vous disait tout à l'heure qu'il va falloir soit faire évoluer la structure que l'on avait, soit au départ identifier correctement ce qui va porter, entre guillemets, la démarche internationale de l'entreprise sur le pays visé. Donc, tout ça peut être accompagné au travers d'un produit qui est pérenne, qui s'appelle l'assurance prospection et qui va permettre aux entreprises de prospecter, certes, à des marchés étrangers et de se voir aider dans cette prospection, aider financièrement, s'entendre, mais surtout qui va leur permettre d'avoir, au départ, des conseils, faire des études de marché, bien définir ce qu'elles veulent faire, comment elles doivent le faire. Donc tout ça, c'est en amont de la structure pérenne qui sera mise en œuvre sur le marché. Et donc les frais inhérents en fait à cette assurance prospection peuvent parfaitement entrer. Les frais inhérents à cette démarche de prospection peuvent parfaitement rentrer dans cette assurance, qui, très brièvement, est un produit qui va, encore une fois, accompagner l'entreprise financièrement dans sa conquête de marchés étrangers. Et dans la conquête des marchés étrangers, il y a bien évidemment, ça peut être c'est pas une finalité, mais c'est une étape cruciale. Ça peut être la création dans un premier temps d'un bureau, puis d'une filiale. Alors, en assurance prospection, ce que l'on va accompagner, c'est la création de structures commerciales. S'il s'agit de structures entre guillemets de fabrication, on ne pourra pas l'accompagner, on l'accompagnera différemment au travers du financement. Le but de l'assurance prospection, c'est encore une fois de favoriser des flux entre la France et l'étranger. Tout ça, tout simplement pour améliorer, on va dire, notre balance commerciale. Pas l'excédentaire, mais au moins l'améliorer. Donc l'idée, encore une fois, de ce produit, qui est très utilisé par les PME, PMI et les ETI, produit qui n'a rien de nouveau, date de 1952, c'est encore une fois d'accompagner l'entreprise financièrement sur sa démarche avec, comme qui est très important, le droit de se tromper. Elle s'est trompée, ça n'a pas marché, on l'aura indemnisé et les indemnités seront en partie conservées suite à ce constat entre guillemets d'échec. Mais on n'est pas là pour parler d'échec, on est là pour parler de réussite, bien évidemment. Donc, on a prospecté, on a créé une structure, un simple bureau, et ce bureau va le faire évoluer. On va le faire évoluer en ayant conscience de toutes les problématiques qui vont être stériles, c'est-à-dire tout l'intérêt en amont d'être conseillé, d'être accompagné, parce que c'est pas. Si tu disais tout à l'heure que il y en a des fois qui se sont créés, mal créés, et donc qui vont être confrontés, entre guillemets, à les affres de l'administration locale, on va dire ça comme ça. Mais il est clair que, en ce qui concerne
une bonne démarche, il faut la penser préalablement. Donc, le but, hein, c'est bien évidemment, encore une fois, d'accompagner l'entreprise dans sa démarche commerciale, prospection, et après, de façon plus structurante. Bpifrance a un produit qui s'appelle le prêt de croissance internationale, c'est un prêt, comme son nom l'indique, qui va financer du matériel et qui va permettre à l'entreprise de se doter des moyens nécessaires à cette conquête internationale, tout simplement, peut-être en recrutant les bonnes personnes. Et quand vous êtes, alors, tous dans cette salle, vous avez probablement procédé à des recrutements, c'est un coût, c'est difficile. À l'international, c'est encore plus difficile et c'est encore plus cher. On va avoir tout en amont besoin de conseils, besoin de spécialistes. Donc tout ça, il faut le financer. Et puis on a trouvé la perle rare, et la perle rare, elle coûte cher. On est sur l'Ouest américain, on est dans la Silicon Valley. On veut avoir quelqu'un qui tout de suite sera opérationnel avec ce que les aléas que ça comporte. On sait que c'est des gens qui sont versatiles, on va dire ça comme ça, qui sont chers et versatiles. Donc, il faut le financer. Et pour être certain, je dirais que de se l'attacher à cette personne, il faut mettre le paquet en matière de salariale, mais aussi le paquet en matière d'environnement, de confort pour la personne, en lui donnant, je dirais, les moyens d'exercer correctement son métier. Et tout ça, c'est un coût. Donc, le prêt de croissance internationale va permettre à l'entreprise de financer ses coûts. C'est quoi ce prêt de croissance? C'est un prêt qui est très souvent en co-intervention avec vos banquiers. Et ce prêt, il a le mérite d'être sur 7 ans avec un différé d'amortissement de 2 ans. C'est-à-dire que je ne rembourse le prêt qu'au terme de 2 années. Donc, en principe, j'ai commencé, ma structure et le bonhomme que j'ai recruté commencent à porter leurs fruits avant que je commence. Donc ça, c'est du financement pur. Et là, quelle que soit la structure, qu'elle soit commerciale ou un petit peu plus productive, pardon, ça rentrera pleinement dans le champ du produit. Troisième solution, c'est également le droit à l'erreur. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. J'ai créé ma structure. Cette structure, j'ai capitalisé. Première année, tout naturellement, elle consomme du capital. Deuxième, le point mental et je remets au pot, etc., etc. Et puis au bout de 5 ans, je dis stop, en fait, n'a pas trouvé son marché. Très concrètement, ce que font malheureusement beaucoup d'entreprises en ce moment en France, je baisse le rideau et j'arrête. J'arrête et j'ai perdu l'investissement réalisé. Je ne l'ai pas perdu si j'ai eu la présence d'esprit de souscrire auprès de Bpifrance un produit qui s'appelle la GPI, la garantie de projet international. C'est quoi ce produit miracle? C'est tout simplement un produit qui va m'indemniser 50% du capital investi. Donc c'est hyper important parce que ça permet à l'entreprise, encore une fois, d'avoir ce filet de sécurité et d'avoir le droit de se tromper. Le droit de se tromper dans sa démarche commerciale avec l'assurance prospection, elle a le droit de se tromper sur son investissement en ayant ce filet de sécurité. Alors, je préciserai que la GPI, en l'occurrence, ne fonctionne que sur les pays hors Union européenne, pour l'instant. Pour l'instant, on titille l'administration, si j'ose dire, pour que ça puisse évoluer. Mais voilà, je reprends mon cas américain. J'ai créé une structure aux États-Unis que j'ai fait évoluer. Cette structure, aujourd'hui, c'est une filiale. Je l'ai capitalisée. Elle a consommé beaucoup de capital. J'ai remis au pot. Et malheureusement, je dois malheureusement tirer un constat. Ça n'a pas fonctionné. Je me retire du marché. Je n'ai pas tout perdu. Donc ça, c'est, je dirais, le triptyque de base. L'assurance prospection, le PCI, le prêt de croissance internationale, et la GPI. Beaucoup d'acronymes, mais encore une fois, avec un seul et même but, vous accompagner dans cette démarche. Quatrième et dernier produit que j'évoquerai, qui n'est pas un produit, mais qui est un accompagnement financier. Alors, je rejoins encore ce que tu disais. Donc, j'ai créé ma structure, j'ai créé ma filiale, ça marche. Mais je me dis que ça marchera encore mieux si je faisais une acquisition. J'ai une cible que j'ai identifiée. Cette entreprise, elle fait des choses assez proches de moi et je gagnerai beaucoup de temps en matière de conquête de marché. Alors, je suis encore une fois au grand export la plupart du temps. Parce que pour ce proche hexagone, encore une fois, on peut faire à partir du territoire avec une plaque tournante filiale. Mais là, je suis très loin. Oui, mes produits ou mes services vont rencontrer un vrai succès sur le marché, mais
mais il est vaste, c'est le marché américain pour celui-là. Je suis sur la côte Est, je ne suis pas sur la côte Ouest. J'ai identifié une cible sur la côte Ouest. Eh bien, ça serait bien que je puisse l'acquérir. Donc, BPI-France peut aider, dans certains cas, encore une fois, à ce type d'investissement au travers d'un produit, alors, au travers d'un fonds qui s'appelle Build-Up. On l'a volontairement, comment dirais-je, dénommé FBI, FBI, fonds Build-Up. Et l'idée, il est simple, il est d'accompagner l'entreprise en prenant une participation dans la cible. On est sur des entreprises familiales qui ne veulent pas être diluées. On ne va pas rentrer au capital de la société mère pour l'aider dans sa conquête. On va, à ses côtés, tout simplement participer à l'achat de la cible. Voilà ce que moi je souhaitais vous dire. Voilà notre accompagnement. Il est clair que, vous l'avez compris, ça fait l'objet d'une gradation. On a un vrai contrôle de produits international. N'hésitez pas à nous interroger. Et surtout, je vous rappelle qu'on a 48 implantations en France. Donc, quelle que soit votre localisation, on est proche de chez vous. On est proche de chez vous dans 3 directions régionales de France. Voilà. Merci. J'ajoute juste à ce que tu connais, le fonds du club intervient à 14 h pour ceux qui souhaitent avoir plus de précision sur les modalités. Vous l'avez compris, c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer ce matin. Créer une filiale sous réserve que ce soit évidemment un projet stratégique pour l'entreprise et qu'il y ait un intérêt derrière. Il faut l'anticiper. Le maître mot, c'est vraiment de s'entourer au début des bons conseils, d'aller voir des pays, effectivement, pour savoir ce qui est finançable, ce qui rentre ou pas dans tel ou tel cadre. Pour voir aussi localement s'il peut y avoir des subventions quand on implante une usine ou un site de production même assez petit, un site d'assemblage, j'ai en tête un exemple, on peut aller négocier avec le gouvernement local, régional de tel ou tel pays des aides à l'implantation. Ça peut être des crédits d'impôt, ça peut être des abandons de charges, au même titre que quand en France vous implantez un site industriel qui crée de l'emploi, vous pouvez bénéficier des mêmes opportunités avec le gouvernement local. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Donc, anticiper, comme je le disais, anticiper évidemment tous les problèmes de fiscalité, ce qui peut devenir des problèmes si ce n'est pas traité en amont de manière pérenne. Et on n'a même pas évoqué les cas où c'est la mauvaise structure qui a été enregistrée. On en discutait tout à l'heure. Lorsqu'on est en Chine et qu'on crée un bureau de représentation pour faire de la vente, là, pour le coup, il faut revenir en arrière, faire un bureau de représentation, ça peut prendre 6 mois à 1 an. Et puis, pour avoir une filiale opérationnelle, c'est 3 à 6 mois aussi. Donc, on peut perdre énormément de temps si on s'embarque dans de mauvais rails et qu'on ne va pas là où il faut. Donc, l'idée, c'est encore une fois anticiper, prévoir. Et puis ensuite, pour la mise en œuvre, là encore, l'idée, c'est de monter graduellement et puis de s'entourer des bons conseils locaux, localisés, pour pouvoir continuer la phase d'accélération. Je ne sais pas si tu voulais compter sur les coûts de transfert. Oui, alors, juste pour me rappeler, d'un point de vue d'organisation, une fois que la filiale fonctionne, que ce soit une filiale ou un établissement, normalement aujourd'hui, on est obligé, et lorsqu'on a le contrôle, la notion de contrôle, ça ici de façon assez simple, c'est un contrôle, pouvoir de décision opérationnelle, pouvoir de gestion. À ce moment-là, effectivement, les règles internationales fonctionnent sur la base des prix de transfert. Donc, les prix de transfert, ce n'est pas un cost plus ou un contrat de management fee, comme on entend beaucoup dire, quelque chose d'assez simple et dans lequel finalement on met une marge, on ne sait pas trop sur quoi, et c'est là que c'est bon. Non, les prix de transfert, c'est quelque chose qui est fixé au niveau international par toutes les conventions fiscales internationales et qui prévoit justement des règles du jeu pour savoir comment on doit répartir la base fiscale imposable entre les États. Et donc, c'est un point très, très structurant au plan de la fiscalité internationale. Et on est obligé, effectivement, de pouvoir justifier de plus en plus à des administrations différentes que le bénéfice opérationnel qu'on laisse dans la filiale ou dans l'établissement stable sont effectivement justes. Donc, reflète un principe de pleine concurrence. Ce principe, il est fixé par les études économiques, mais les administrations vérifient. Et donc, une fois que l'activité commence à fonctionner, toute la structure qu'on a mise en place, contractuelle, prix de transfert, va devoir évoluer. Et donc, c'est pour ça que cette partie-là est très importante. Et effectivement, même quand on est encore petit, c'est important de ne pas considérer effectivement qu'il y a une certaine souplesse d'administration là-dessus.
la question se posera. Exemple qu'on a donné tout à l'heure, d'une structure qui ne marche pas bien ou ne marche pas suffisamment bien, suffisamment vite. Malheureusement, ça arrive. Ça fait des pertes fiscales aussi. Et les pertes fiscales qui s'enquillent, au-delà d'un certain nombre d'années, 3, 4, 5, 6 ans, l'administration vient et se pose la question de savoir si un investisseur local, un actionnaire, quelqu'un qui investit dans un business, se poserait réellement comme un sauveur, entre guillemets, d'une structure qui n'a pas de réalité, un zombie qui n'a pas la capacité à fonctionner seul. Et si le sujet de départ vient aussi des prix de transfert, on risque de rentrer effectivement dans des discussions pour savoir si on pouvait facturer les services, comment étaient facturés les services par la maison mère, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le point fondamental de la structure. Bien penser que on ne va pas à l'étranger pour faire des pertes, on va pour faire des bénéfices, et que le bénéfice est localisé là où il est réalisé, et donc ça veut dire un pouvoir de taxation d'un État différent du nôtre. Et ça, c'est un point important. Voilà. Peut-être on peut prendre des questions. Oui. Vous avez des questions dans la salle? Sinon, je recevrai par SMS les questions qui se posent sur le webinaire. Il y a un micro pour te présenter. Oui, c'est concernant les prix de transfert, comme vous disiez, quand on fait une filiale, une boîte avec une personne pour démarrer, ce n'est pas franchement la chose qu'on regarde, en tout cas c'est un constat directement. Et donc, admettons qu'on mette en place ces prix de transfert au bout de 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'on doit revenir sur la façon dont on a comptabilisé en fait sur les premières années avant les prix de transfert, ou est-ce qu'on dit on part à partir de là puis après... tout dépend du pays dans lequel vous êtes. Il y a des pays qui sont plus ou moins agressifs sur le sujet. Donc, l'Amérique du Nord, Canada. Donc, Amérique du Nord, Canada, il n'y a pas de matérialité. Donc, au premier euro d'activité, normalement, vous devez remplir l'intégralité des obligations. Et donc, si vous n'avez pas été, entre guillemets, juste sur la pratique que vous aviez eue, rien n'empêche de remettre la situation d'aplomb. Ça veut dire qu'effectivement, il est même préférable d'anticiper un contrôle fiscal et toutes les pénalités, notamment aux États-Unis, qui peuvent en découler. Après, le point qui se pose, c'est toujours pareil, c'est une question de double imposition. C'est-à-dire que si je corrige l'autre côté de la transaction, si je dis je n'ai pas suffisamment gagné aux États-Unis, donc je renvoie 1 million d'euros, on parle de résultats imposables, donc de résultats d'exploitation, qu'il faut que je renvoie, ça veut dire que de l'autre côté de la transaction, il faut que je prenne une déduction. Donc ça veut dire que du côté français, par exemple, si l'autre partie est française, il va falloir que j'explique que je me suis trompé, que ce que j'ai fait n'était pas correct, et surtout, malgré le principe de l'étanchéité entre guillemets des exercices fiscaux, que je vais pouvoir, sur une seule année, prendre un ajustement important lié à ces erreurs de départ. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement sous-peser. C'est-à-dire qu'en faisant ça aussi, on génère des risques fiscaux de part et d'autre. On prend le risque qu'en France, on vienne regarder la déduction et qu'aux États-Unis, on se dise finalement, ils le savaient. Donc c'est pour ça que oui, corriger, oui toujours. Plus on corrige tôt, mieux c'est. Il y a aussi des opportunités d'agenda, parler d'acquisition. Donc si vous avez une acquisition, vous êtes en Amérique du Nord, il y a une acquisition qui se passe au Canada. Alors, regardez s'il n'y a pas une restructuration entre vos activités américaines et vos activités canadiennes qui permettrait, entre guillemets, par la cession d'un fonds de commerce de certains actifs d'une entité à l'autre, d'absorber des pertes. Voilà, donc il y a effectivement des possibilités d'agenda. Et d'une façon générale, aujourd'hui en France, l'intéressement de prix de transfert, c'est l'essentiel des redressements en termes je crois que c'est à peu près 80% pour le fisc français. Mais c'est la même chose à l'étranger, c'est-à-dire que, évidemment, toutes les administrations fiscales voient l'enjeu des prix de transfert comme étant
un moyen d'aller taxer les champions étrangers dans leur pays. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, une attention particulière, c'est important. Après, au-delà des prix de transfert, le deuxième écueil qu'on a à l'international, c'est l'établissement stable. Donc, je peux même avoir une filiale si je continue depuis la France à piloter l'ensemble des décisions, à avoir des personnes sur place qui ne sont pas abritées par l'activité de la filiale, justement rémunérées par le transfert. À ce moment-là, je peux être considéré comme ayant un établissement stable de la structure française à l'étranger. Et donc ça a deux impacts. Trois. Le premier, ça étend la durée du contrôle fiscal, puisque c'est plus de 3 ans. La plupart des pays, ça va être 3 ans. Donc là, ça fait 6 ans, par exemple, en France, 10 ans dans d'autres pays, donc c'est beaucoup plus long. Deuxième impact, c'est les pénalités, les pénalités fiscales. En France, c'est jusqu'à 80% sur le montant de l'impôt UD. Mais aussi, derrière, une problématique de pénal, puisque ça rentre, en tout cas, par exemple pour la France, dans une définition de fraude fiscale, puisque vous n'avez pas déclaré une existence et une activité. Donc, c'est pour ça que, effectivement, la structure, encore une fois, être sûr que la filiale absorbe bien l'intégralité de l'activité telle qu'elle est déployée à l'étranger, c'est quelque chose d'important. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est une question sur la notion de mandataire social à Singapour par rapport à ce que j'évoquais de la coquille vide. Effectivement, quand je dis coquille vide, sans salarié, dans certains pays, il y a une obligation de mettre en place un mandataire social, un directeur, un représentant légal. Le titre peut varier, ça peut être un fondé de pouvoir au Mexique. Le titre peut varier, mais il faut une personne physique résidente fiscale du pays en question pour pouvoir opérer dans le pays. C'est plus ou moins engageant selon les pays. Par exemple, du Brésil, qui est un extrême, par exemple, au Brésil, effectivement, la personne qui endosse ce mandat a tout pouvoir sur le compte bancaire, mais si jamais l'entreprise fait faillite, le fisc peut venir se servir sur le compte personnel du gérant administrateur de la filiale. Donc, ça implique quand même de bien définir qui fait quoi. Et dans le cadre de coquille vide, il y a deux solutions. Vous avez certains avocats, selon les pays qui prennent des mandats. Nous, on peut le prendre dans d'autres mandats ou des structures comparables à la nôtre. C'est possible de trouver en fait une personne physique locale. Il faut avoir toute confiance, évidemment, pour porter ce mandat. Et ce n'est pas que, d'ailleurs, si j'élargis un peu dans le cadre de coquille vide, puisque quand on embauche un premier collaborateur qui est évoqué, par exemple, un commercial dans un pays, on n'a pas forcément envie de lui donner justement tout accès au compte bancaire, au compte de la structure. C'est lui qui signe tous les actes qui peuvent modifier la constitution de la structure. Donc, c'est même d'ailleurs un conseil d'externaliser cette fonction-là, qui, encore une fois, est plus ou moins engageante selon les pays. Mais c'est en aucun cas un point bloquant, c'est-à-dire que des solutions existent pour pouvoir opérer en salarié, mais avec ce représentant, de toute façon, une obligation du pays en question, qui peut être externalisé là encore auprès de structures de confiance, cabinets juridiques qui parfois peuvent le prendre selon les pays, ou cabinets comptables, gestion comme nous ou d'autres d'ailleurs dans certains pays. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si de toute façon, on arrive au bout. Merci beaucoup. Je vous dis à votre disposition individuelle si nécessaire. Merci. Moi, j'ai essayé les deux. C'est juste